J'appelle cette présentation Rise of the Machines. Quelque chose est en train d'arriver qui est extraordinaire. Comme je disais, vous allez redéfinir la vie de demain. J'aime beaucoup cette définition de la vie qui n'est pas sortie du Larousse, comme vous pouvez le voir. La vie est une maladie transmise sexuellement qui se termine toujours par la mort. Il n'existe à ce jour aucun remède. Comme vous le voyez, j'ai souligné à ce jour. Pour nous, hackers, pour nous, médecins, dans les 50 dernières années, il y a eu 3 grands événements. 1967, invention de l'ordinateur par IBM, le premier vrai ordinateur. 1998, Internet a été intégré dans les ordinateurs pour la première fois, ce qui nous a donné la possibilité de diffuser les calculs faits par l'ordinateur de 1967. Et une autre révolution est arrivée en 2008. Je dis, au début, il n'y avait rien, et Steve Jobs dit que la lumière fut. Fiat Lux, les premières lettres jamais imprimées dans le monde. Fiat Lux, que la lumière soit. Et Jobs vit que la lumière était bonne et sépara la lumière des ténèbres. En fait, c'est un événement très très important, la création de l'iPhone, parce que pour la première fois, ça nous a permis d'avoir une ubiquité sur les données de la santé qui étaient dans les mains de tout le monde et tout le monde pouvait s'en servir. Par contre, aujourd'hui, je vois de plus en plus de start-up commencer. Je pense aujourd'hui que l'intelligence ne suffit plus. Schopenhauer, philosophe autrichien, disait que l'intelligence vous permettra de toucher une cible que personne d'autre ne peut toucher. Mais mesdames et messieurs, l'illumination vous permettra de toucher une cible que personne d'autre ne peut voir. Et c'est vraiment ça ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est essayer de créer une illumination, de sortir des carcans, des fourches caudines de l'oligarchie financière du système français pour créer de nouveaux systèmes de business. Tout ce qui peut être connecté va être connecté. C'est même pas une question. Là, je pense que nous tous, notre génération, on sera définis dans quelques années comme la génération qui a abandonné son droit à la vie privée. D'ici quelques années, on est tous en train de partager nos données, on est en train de les mettre partout. N'importe qui a presque accès à n'importe quelle donnée. Et j'ai entendu quelqu'un ce matin en parler, je pense que c'était Eudes, qui parlait des études cliniques, des études pilotes. En France, on est aujourd'hui le champion des études pilotes. On continue de faire des magnifiques études pilotes. Une étude pilote typique, c'est quand on prend 450 000 € de l'ARS de Bourgogne pour démontrer que 50 patients bien gérés vont coûter moins cher que 50 patients mal gérés. Et on continue de faire ces études qui ne servent littéralement pas vraiment à grand-chose. Les études cliniques, il faut qu'on se sorte de ce truc et qu'on commence à faire des business qui sont internationaux. Parce que par définition, une étude pilote ne peut pas être reproduite. Les 450 000 € qui sont dépensés pour 50 patients sont non représentatifs du côté financier. Il n'y a pas de modèle économique pour étendre les études pilotes. La e-santé, ça a apporté quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est la première fois, en fait, j'aime bien utiliser cette phrase, ce n'est pas une solution pour tous, mais vraiment une solution pour tous et chacun, pour chaque personne, individu, qui va nous permettre d'offrir des solutions personnalisées à chaque personne. Et à nouveau, une expression un peu cucu, un peu Walt Disney, elle est exclusivement pour tout le monde. Elle va nous permettre de faire des trucs absolument extraordinaires pour chaque patient qui arrive. J'ai une question piège. Bon, Jean, je me permets de te demander. On sait ce que c'est. Pour 10 €, en 10 secondes, quel est le lien commun entre ces deux objets? Hein? Pour 10 €, quelqu'un veut un volontaire? Non, pas tout à fait, trop simple. Un troisième indice, Jean, pour toi. 5 secondes, quel est le lien commun entre ces 3 objets? En fait, la réponse est toute simple. C'est que ces 3 objets ont été créés par Nokia. Nokia était, en 1890, fabricant de PQ. Il y avait beaucoup d'arbres en Finlande. En 1910, ils ont commencé les bottines Nokiman. Et c'est qu'en 1972 que le patron de Nokia a dit « Téléphone, ça sent bon. Dans 10 ans, je vais être numéro 1 mondial pour la télécommunication. » Ça lui a pris 12 ans. Et ensuite, en 1984, il est devenu le leader mondial incontesté du téléphone portable. Aujourd'hui, Nokia n'existe plus. Nokia a raté le prochain océan bleu. Il nous faut constamment chercher un océan bleu. Par définition, quand on crée une nouvelle technologie, on crée un océan bleu. L'océan bleu, c'est quand on est tout seul sur un bel océan, le soleil brille, on a le vent en poupe, tout le monde nous aime, on est extraordinaire. Mais inévitablement, au bout de 2-3 ans, vous avez des vagues de compétition qui arrivent, qui vont éroder vos bases de profit, et éventuellement, tout le monde va saigner. Quand tout le monde a saigné, l'océan devient rouge et ça devient un marché de commodité.
Le premier thermomètre électronique que je fabriquais, il coûtait 350 francs. Aujourd'hui, le prix de transfert d'un thermomètre électronique, c'est 62 centimes de dollars. Parce que c'est devenu un océan rouge, tout le monde a saigné. Donc la question à se poser, c'est quel est notre prochain océan bleu? Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de trouver quelque chose d'absolument extraordinaire qui va nous différencier du reste du monde? La réponse est toute simple. Le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de l'inventer. À nouveau, c'est un peu une platitude politique, mais c'est très très important d'avoir cet état d'esprit quand on fait de l'innovation. Ce que je disais plus tôt, tout ce qui peut être connecté sera connecté. Que ce soit une voiture, que ce soit une chaise, que ce soit un vêtement, que ce soit un verre, si ça peut être connecté, ça va être connecté. Et ça va nous poser des graves problèmes dans les quelques prochaines années, surtout pour vous. J'utilise cet acronyme, la SGOR, sémantique, gadgetisation, ubiquité et révolution. C'est les 4 gros problèmes que vous allez avoir dans les quelques prochaines années. Parlons d'abord du problème français de sémantique. Comme je disais, on serait définis comme les gens qui ont abandonné notre droit à la vie privée. Et d'ici quelques années, cette télécommande ne fonctionne pas très bien, on a un problème, ce que je disais, un problème de sémantique en France. On demande des questions négatives sur l'utilisation des données. Madame, vous vous appelez comment? Frédéric. Donc si je vous demande Frédéric, est-ce que vous avez peur que je prenne vos données et que je les vende aux assurances pour vous faire payer plus cher? Oui, évidemment. Mais Frédéric, si je vous demande exactement la même question, je vous demande, Frédéric, est-ce que vous accepteriez de partager vos données anonymes de tension artérielle avec la Fondation du Cœur pour faire de la recherche épidémiologique? Oui, tout à fait, parce qu'on demande des questions qui demandent des réponses négatives. Et c'est un énorme problème de communication. En fait, on voit ce problème de communication dans tous les pays avec une santé socialiste, pas, sans aspersion politique, mais je veux dire socialiste dans le sens où la santé est perçue comme étant gratuite. Aux États-Unis, il y a un nouveau mouvement qui est en train d'arriver qui, je pense, devrait vraiment s'implanter en Europe dans les 2-3 prochaines années, ce qu'on appelle le data for good. Les données n'ont en fait de valeur que si elles sont utilisées. Le data for good, d'ici quelques années, je pense partager vos données, ça serait à peu près la même chose que de faire un don d'organes. Pas tout le monde va le faire, mais ce sera un truc qui sera perçu plutôt comme un truc positif. Je demandais justement à M. Vincent Olivier, journaliste extrême, merveilleux et que je connais très bien, je demandais à Vincent quelle était la valeur de toutes ces données médicales. Francis, quelle est la valeur de toutes tes données à toi? Pécuniaires, financières, monétaires, toutes tes données. 1,67 $. Peut-être pour toi, 2 $, t'es beau gosse, etc. Mais 1,67 $, estimated by Harvard University. Les données elles-mêmes n'ont aucune valeur. Elles n'ont de la valeur que si elles sont utilisées. Aussitôt que je sais que c'est les données de Francis, je ne peux pas m'en servir. Mais quand elles sont anonymes, elles peuvent être utilisées pour faire de la recherche épidémiologique, recherche médicale, elles peuvent être utilisées pour sauver une vie. Et c'est ça le data for good. Et moi, je vous garantis qu'en les 25 dernières années de métier médical que je fais, je n'ai jamais rencontré un patient qui refusait de partager ses données. C'est ce qu'eux disaient ce matin. En Afrique, au Sénégal, ils n'en ont rien à cirer. Eux, prenez mes données, si ça peut être utile. En fait, c'est l'utilisation de ces données. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait, par exemple, que toutes les données sont dans le cloud, toutes les réponses sont dans le cloud, mais on ne sait pas encore quelles questions poser. On se retrouve avec des cas ridicules. J'avais fait une étude sur le cancer du sein il y a 3 ans. Je ne devrais pas me servir de cet exemple parce que ça me met dans une très mauvaise lumière. J'ai fait une étude sur le cancer du sein. 18 000 femmes atteintes de cancer du sein. On a digitalisé tous les dossiers, on les a mis sur un cloud sécurisé, hébergeur de données de santé agréé, blablabla. Et on a commencé à analyser les données. Et ça, c'est le problème du cloud, parce que les gens ils ne réalisent pas que les données elles-mêmes, elles sont binaires. Elles sont binaires et on peut démontrer ce qu'on veut démontrer si on décide de le faire. On avait pris les dossiers de 18 000 femmes atteintes de cancer du sein. Il est très facile, par exemple, de démontrer que fumer la cigarette, c'est super bon pour le cancer du sein. Ça, c'est noir et blanc. On a regardé, vous fumez des cigarettes, il y a moins de chances de cancer du sein. Mais c'est ça le problème avec le big data, c'est que c'est binaire, on fait des corrélations directes, on ne se pose pas la question de est-ce que c'est parce que les femmes qui fument n'ont pas d'enfants et est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas d'enfants qu'elles ont moins de cancer du sein. C'est ça le problème avec le cloud, c'est qu'on a tendance à faire des corrélations directes. Par contre, le big data est un truc énorme. Aujourd'hui, on ne fait pas encore de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on collecte les données, on les ramasse et on fait du comptage de bûches. On prend les données, on les régurgite d'une manière un peu plus palatable pour qu'elles soient un peu plus faciles à comprendre, mais on n'a pas vraiment commencé à faire de la vraie intelligence
artificielle. En fait, tout le système de santé artificielle, d'intelligence artificielle est basé sur un seul mot, if. If, then. Si, donc. C'est un système d'entonnoir qui nous dit que si la personne dit ça, ce n'est pas une intelligence. Le deuxième problème que vous allez avoir, c'est la gadgetisation, et là, je me fais beaucoup d'ennemis sur ce sujet. Moi, je viens de 20 ans de culture clinique, validation médicale, recherche. Le problème, c'est que c'est un peu devenu trop facile de développer un nouveau produit. Il ne faut pas poser la question qu'est-ce qu'un objet connecté, qu'est-ce qu'un dispositif médical connecté. En fait, les règles n'ont pas changé du tout. Les règles sont exactement les mêmes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 10 ans. Mes glucomètres sont connectés et ils sont remboursés par la sécurité sociale. Mais ils ne sont pas remboursés parce qu'ils sont connectés. Ils sont remboursés parce qu'ils sont validés selon le protocole ISO 15197-2013. Ils sont enregistrés à l'ANSM comme dispositifs médicaux. Les règles, la connexion n'est pas une invention. C'est pour moi une évolution naturelle du milieu. J'étais fabricant de matériel médical, la connexion est arrivée, j'ai rajouté la connexion pour m'en servir pour avoir un meilleur service. Mais il n'y a rien qui a changé dans la loi des dispositifs médicaux. Et en même temps, je m'excuse pour cette photo qui est un peu vulgaire, mais c'est un peu la perception de ce qu'ont les gens aujourd'hui de la santé connectée, les jeunes startups. C'est cool la santé connectée. C'est tendance. Comme je disais, moi, quand j'ai lancé une boîte qui s'appelait iHealth en 2008, avant, je vendais la maladie. J'ai vendu la maladie pendant 20 ans. J'ai vendu l'hypertension, le diabète, la sclérose en plaques. Quand j'ai lancé la santé connectée, soudainement, je suis devenu cool. Tendance, iHealth. Et tout le monde aux États-Unis pense qu'on est à la division santé d'Apple. Trop cool, la santé connectée. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde de fabricants, les barrières de rentrée sont devenues trop basses. Aujourd'hui, n'importe quel crétin avec une bonne idée va la mettre sur Kickstarter, sur Indiegogo. Donc, tous les 2 jours, on a un nouveau produit magique qui sort, qui fait cric-crac-boum, qui vous promet monts et merveilles. Et ça a un peu causé une gadgetisation de l'industrie de la santé connectée dans les yeux du médecin. Le médecin, il ne pense pas à la santé connectée. Il pense aux gadgets connectés. Il pense à la fourchette électrique qui vous donne un choc électrique si vous bouffez trop vite, qui est validée par l'Institut de mastication de Grenoble. Et non, mais je veux dire, tout le monde invente ces magnifiques histoires pour en fait justifier le fait qu'ils sont en train de vendre des gadgets. Mais en fait, la réalité est vraiment simple. Contrairement à ce que pensent les gens, il y a 3 types de données. Il n'y a pas seulement les données de bien-être et de santé. Il y a les données de bien-être. Les données de bien-être, de toute façon, vous allez les partager sur Facebook. Vous allez mettre le nombre de pas, vous allez courir dans le bois de Boulogne, vous mettez j'ai couru 10 km, 100 000 pas, etc. Et tout le monde dit bravo. Données de bien-être, à nouveau, je contredis ce que tu as dit, Claude, ce matin, mais aujourd'hui, généralement, les données de bien-être peuvent des fois être utilisées comme des données médicales, mais généralement, de toute façon, elles n'ont pas vraiment d'importance médicale. Ensuite, on a les données de santé. Données de santé, c'est la gestion des maladies chroniques. N'oubliez pas qu'une maladie chronique est une maladie qui, par définition, ne peut pas être guérie. Vous avez une maladie chronique, vous l'avez pour le reste de votre vie. Donc, un patient qui a une maladie chronique, il est défini par son mode de vie. Donc, moi, je n'ai jamais rencontré, dans les 25 dernières années, un seul patient qui n'était pas prêt à partager ses données. Du moins qu'il sache pourquoi il les partageait. Ensuite, la 3e catégorie, c'est ce qu'on appelle les données de maladie. Les données de maladie, c'est les maladies, les choses où les gens vous jugent d'une manière différente en raison de votre pathologie. Vous avez le cancer, vous avez le sida, vous avez la sclérose en plaques, où les gens vous jugent pour troubles psychiatriques. Eudes, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais les gens vous jugent d'une manière un peu différente si vous avez ce type de maladie. Donc ces données doivent être protégées, mais absolument, d'une manière impossible à pénétrer. Mais aujourd'hui, je suis obligé d'être plus blanc que blanc. Et on est obligé de tout protéger de la même manière à cause des fourches codines, de l'oligarchie financière, de la CNIL. Donc, en fait, toutes ces données, ce sont des données de patients. Elles ne peuvent être utiles, à nouveau, je me répète, mais elles sont utilisées que si elles sont utiles que si elles sont utilisées. Et à long terme, et on en parlait justement avec Vincent, elles vont nous permettre d'offrir aux patients la chose qu'ils cherchent le plus. Et la chose que cherche le patient, chronique, qui coûte 80% des dépenses de toutes les assurances de la sécurité sociale, c'est une relation. Une relation qui peut être utile, fascinante, de confiance, comme on en parlait avec Vincent, à long terme. Mais aujourd'hui, on a ce problème à nouveau avec les assurances, parce que n'oubliez pas la France, et sans porter préjudice au travail magnifique que fait AXA, la France est le seul pays au monde où les assurances n'ont pas vraiment le droit de savoir que vous êtes malade.
Donc comment est-ce qu'elles peuvent vous offrir un service si elles ne savent pas que vous êtes malade? Là, je vois dans les programmes dans les pays nordiques, en Norvège, en Finlande, en Suède, en Allemagne aussi, votre assurance dit « Ah, Vincent, tu es diabétique? Tiens, j'ai une solution pour toi pour ton diabète, ça va te coûter moins cher, ça va me coûter moins cher et je vais devenir ton partenaire de gestion de maladie. » Bien sûr, il y aura des abus, ça c'est même pas une question parce que c'est une nouvelle technologie, mais à long terme, la relation du patient avec son assurance devrait devenir une relation de partenariat plutôt qu'une relation d'adversariat qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'on sait tous que l'assurance, c'est des adversaires. On sait, j'ai failli utiliser un mauvais mot, mais la version grand public de Madame Michu, qui est caissière au Monoprix de Issoudun, elle, l'assurance, c'est le diable. Et je ne vais jamais payer pour quoi que ce soit, il faut que l'assurance elle paye. Et j'ai besoin de nouvelles lunettes, je n'en ai pas besoin, mais il faut que j'épuise mon forfait. Vous voyez, cette relation de la santé, c'est mon droit. Donc ça va être amené à changer d'ici quelques années. Aujourd'hui, même ce matin, je l'ai vu, on est encore en train d'agiter ce qu'on appelle le fantôme de la sécurité des données. Ça, c'est un slide qui date de 1998. Est-ce que quelqu'un ici a acheté un ordinateur dans les 3 dernières années? Mademoiselle, vous avez acheté un ordi? C'est fabuleux. J'imagine que quand vous avez acheté l'ordi, vous avez demandé au vendeur, est-ce que mon ordinateur va avoir Internet? Non, c'est évident. C'est normal, c'est rentré dans vos mœurs et vos attentes en tant que consommateur que l'Internet devrait exister sur un ordinateur. Mais l'Internet n'est arrivé qu'en 1998. Jean et moi, je pense qu'on est les personnes les plus âgées ici. Nous, on se rappelle encore du temps où on avait des ordinateurs sans Internet. On achetait des modems qu'on branchait séparément. Notre mère nous engueulait parce qu'on utilisait la ligne téléphonique. C'était cool, ça. Aujourd'hui, on est en train de faire la même chose en santé connectée. On agite la santé connectée, le danger. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre les données, on va entuber les clients, on va leur faire payer plus cher. En fait, tiens, j'ai besoin d'une victime. Madame, je peux vous demander une question viscérale. Je veux votre première réponse, sans réfléchir. Vous êtes marié? Est-ce que vous diriez à Apple quand vous couchez avec votre mari? Ah, bien sûr que non. Viscéralement, vous répondez non. Mais imaginez que vous, madame, vous êtes en train d'essayer d'avoir un enfant avec votre mari, donc vous téléchargez l'application Nick, Just Do It, qui va mesurer votre taux d'ovulation et va vous dire quel est le moment propice pour faire ce qu'il faut faire. Et donc, non, parce que en fait, l'utilisation des données, elle est insidieuse. Elle est en train d'arriver d'une manière presque, sans qu'on le sache, on est en train d'utiliser les données. Un autre exemple, on peut faire des exemples ad infinitum. Vous avez tous utilisé Google. Regardez ce qui se passe. Je vais vous montrer à quel point, en fait, les technologies elles-mêmes sont stupides. Tapez sur Google images d'animaux sauve vaches. Qu'est-ce que vous pensez que ça va me donner? Des images de vaches. Okay? Donc, mais par contre, si vous remplacez le sauf avec le symbole moins, qui est le symbole mathématique binaire compris, vous mettez moins vaches, et là, vous avez presque plus de vaches. Parce qu'en fait, à nouveau, on a tendance à s'imaginer que Google, c'est un petit homme ricanant en train de se frotter les mains et de regarder nos données. Ha ha ha, qu'est-ce que je vais vendre à ces personnes? Mais en fait, les données elles-mêmes, elles sont ni morales, ni immorales, elles sont amorales. Elles sont utilisées d'une manière très simple. Même chose, vous allez sur Siri, vous tapez sur Siri, j'ai une intoxication alcoolique, qu'est-ce que je dois faire? Et Siri vous répond, il y a 3 Nicolas à 2 pas d'ici. Okay, donc c'est relativement simple. Hein. On peut faire la même chose. Et à nouveau, je peux aller sur Google Maps et demander quelqu'un d'aussi cool que David Labrosse, organisateur du WDMH. Qu'est-ce que ça me répond? Personne d'aussi cool que David Labrosse. Ah, ma télécommande ne fonctionne plus. Oui. Donc on peut faire ces exemples pour démontrer en fait le fait que les données elles-mêmes sont 100% binaires. Mon père faisait partie de l'équipe qui a développé ce qu'on appelle le premier PC, Portable Computer, ce qui s'appelle le Osborne, 1982. Mon père était très fier de cet appareil. Quand ils avaient sorti cet appareil en 82, ils avaient démontré, sans équivoque, qu'il était impossible pour le corps humain de courir 100 mètres en dessous de 10 secondes. Pour ce faire, ils avaient rentré toutes les données physiologiques du corps humain dans l'ordinateur. Ils l'avaient démontré, noir sur blanc ou vert sur noir, que c'était physiquement impossible à faire. Ça, c'était en 1982. En mai 1983, Carl Lewis a couru 100 mètres en dessous de 10 secondes à basse altitude pour la première fois. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas courir 100 mètres en dessous de 10 secondes, restez chez vous.
ça ne vaut même pas la peine de courir, parce qu'on est constamment en train à nouveau de chercher ce prochain océan bleu, de comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la technologie du futur. Aujourd'hui, en tant que développement, on est sur le point, ça c'est nous, littéralement on est sur un coup d'évolution de technologie qui va arriver dans les quelques prochaines années à une rapidité fulgurante pour une raison principale. Donc, chaque année, on rajoute 3 mois d'année à notre longévité. Ça, c'est meilleure bouffe, meilleure nourriture, meilleure électricité, tout ce qu'il faut, etc. En moyenne, donc ça, c'était de 1900 à 2000, l'âge moyen. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, on est à 82 pour les femmes, 82 pour les hommes et 84 pour les hommes. On est constamment en train de rajouter. Population globale. En l'an 0, il y avait à peu près 200 millions de personnes. C'est rien. Après 8 000 ans d'existence, il y avait 200 millions de personnes. Ça a pris jusqu'en 1790 pour arriver à 1 milliard de personnes. Quand moi je suis né, en 1965, il y avait 3,5 milliards de personnes. Donc dans ma vie de 50 ans, on a doublé la population humaine à 7,4 milliards de personnes. Donc aujourd'hui, il y a 7,4 milliards d'êtres sentients sur la planète, plus ou moins sentients, qui sont capables d'utiliser ce genre de truc. Premier ordinateur, IBM 1967. NASA s'est servi de 2 de ses ordinateurs pour envoyer les hommes sur la Lune, selon les théories. Donc aujourd'hui, un iPhone 6 est 1000 fois plus puissant qu'un Cray supercomputer de 1974. Okay, donc réaliser l'implication de ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 7,4 milliards de personnes qui ont accès à une puissance de calcul qui est 1000 fois celle d'un Cray supercomputer de 1974. Tout le monde a cette puissance dans les mains. Et donc, le résultat de ça, le fait qu'on a aujourd'hui toutes ces personnes, on sait aujourd'hui statistiquement que l'homme de 150 ans est déjà né. On a déjà parlé de l'homme de 1000 ans, mais ça, on est encore loin. Et de toute façon, je pense qu'on aura des problèmes socio-économiques bien avant d'avoir un homme de 1000 ans. Déjà que vous avez élu Donald Trump aux États-Unis, c'est pas très gai. Donc, première photo d'une mesure de la tension artérielle. J'adore cette photo. Le moment n'est pas du tout banal, c'est historique. C'est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Au chevet du patient, en train de délicatement lui palper le pouls, vous avez le professeur Henri Vaquez, président de la Société internationale de cardiologie. À son chevet, vous avez Dr Charles Lobry, inventeur du tensiomètre. Donc ça, c'est une photo qui date de 1907. En 1907, il fallait 14 médecins pour mesurer une tension artérielle. C'est quand même assez extraordinaire. Aujourd'hui, c'est encore un peu une fiction, mais on est déjà en train de travailler dessus. D'ici 10 ans, on sera capable d'injecter vos artères avec des nanorobots qui vont se nourrir de plaques et de cholestérol, qui vont roto-router vos artères comme des vulgaires toilettes. C'était une science-fiction il y a quelques années, on y est presque. 5 ans, 10 ans. Plus ou moins dans, je pense, 30 ans, on sera capable de remplacer presque n'importe quelle partie du corps. La seule chose qu'on ne pourra pas remplacer, c'est le cerveau. On ne peut pas imprimer l'intelligence. Mais tout ce qui est mécanique, tout ce qui est physique, on sera en mesure de le remplacer. Imaginez les implications socio-économiques que ça va nous causer. Donc, le futur presque immédiat, ça c'est déjà, si ce n'est pas déjà en marche, ça va arriver dans les quelques 5 prochaines années, le big data, l'ADN, la nanotechnologie, l'intelligence artificielle, imprimer les organes en 3D. En Russie, ils sont en train d'imprimer un cœur en 3D. En Israël, ils impriment un foie en 3D à partir de cellules souches. Aujourd'hui, on est encore en train d'essayer, mais on y est presque. Plus de cancer, plus de maladies, plus de morts. Imaginez les implications pour les assurances. Je te regarde, Jean. Donc, il y a un énorme travail à faire, mais comme le disait si bien Marcel Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher les nouveaux paysages, mais à regarder les choses avec de nouveaux yeux. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec les nouvelles technologies. On a des technologies qui vont complètement révolutionner notre manière de travailler. On sait qu'on a tout à notre disposition, de l'or dans nos mains, sous nos pieds. On sait que maintenant, pour la première fois, le patient devient un partenaire dans son soin. D'ici quelques années, en fait, le patient sera lui-même aussi responsable de sa santé que vous. Tout va devenir d'une manière simple, intuitive, naturelle. Parce qu'il y a quelques années, on regardait encore la santé de demain comme si c'était un truc sombre. On regardait des films comme Blade Runner. Je ne sais pas, vous avez regardé, vous vous rappelez de Blade Runner? C'est extraordinaire. Aujourd'hui, la santé de demain est devenue blanche et virginale et merveilleuse et transparente avec une évolution presque constante. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est très beau, mais il y a un autre problème qui se déclare aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'ai inventé ce mot qui ne veut rien dire, et je me suis fait engueuler par Vincent plus tôt, j'appelle ça la révoluxure.
Aujourd'hui, pour la première fois, on a accès à toutes ces technologies. Je vais vous raconter une statistique aberrante. Savez-vous qu'en 2015, c'est la première fois dans l'histoire du monde que plus de gens sont morts d'obésité que de morts de faim. Il y a vraiment un problème dans leur manière de travailler, la manière de développer les nouvelles technologies. Comme je disais plus tôt, c'est pas facile d'avoir 150 ans. Je me suis permis d'utiliser une photo de votre héros, certainement un des miens. Non, ce que je veux dire, on va pouvoir remplacer n'importe quelle partie du corps, mais la seule partie qu'on ne va pas pouvoir remplacer, c'est le cerveau. Donc on a énormément de travail à faire sur nos relations avec les patients. Et là, je vais revenir sur un truc très rapide sur comment développer un projet absolument parfait pour vous, les médecins, les hackers, quelques règles de base à suivre. Donc quand on développe un nouveau produit, on se pose des milliers et des milliers de questions. On commence à se poser, est-ce que c'est un produit? On n'arrête pas il y a des questions qui sont loufoques, il y a des questions très importantes. Regardez comme celle du bas. Non, mais on se pose des questions un peu bizarres. Mais au fur des 30 dernières années, j'ai développé beaucoup de produits, certains avec beaucoup de succès. Et j'ai établi aujourd'hui 8 règles de base pour suivre, pour développer un produit parfait. Donc cette photo, je l'ai prise en dessous d'Istanbul, en dessous de la Mosquée Bleue. Il y a un réservoir d'eau avec des piliers qui sont partout. Ils ont un jour filmé un James Bond dedans. C'est absolument féerique comme endroit. Et vous imaginez que si un des piliers tombe, la structure va tenir. Pas de problème. Si un deuxième tombe, ça va devenir un peu plus fragile. Si 3 tombent, tout le truc s'écroule. Il est presque impossible d'être à 100% parfait sur tous les points de développement d'un produit. Mais par contre, il faut essayer d'être aussi parfait que possible sur l'excellence en qualité. Offrir des produits qui sont... Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour faire des produits de mauvaise qualité. Qualité du service. S'il y a un problème sur le service, c'est une occasion de convaincre le client qu'il a fait le bon choix en travaillant avec vous. Intégration ouverte. Et ça, j'en parle énormément dans tous les forums, les hackathons. Aujourd'hui, ne travaillez pas tout seul sur votre île à faire un truc. Par définition, il faut que tous les appareils parlent entre eux, qu'ils soient interconnectés, qu'on ne sait pas ce qui va un jour marcher pour une technologie ou pour une autre. L'innovation, bien sûr, avec de nouvelles idées. Validation clinique et légale, et ça, aujourd'hui, c'est un énorme problème, parce que, comme je vous dis, c'est devenu trop facile de développer un nouveau produit. Acceptabilité médicale, pour que les médecins ils acceptent que votre produit est un vrai produit médical, et pas tout simplement un gadget. L'accessibilité, que les gens, si vous développez un produit merveilleux, remède pour le cancer, mais que ça coûte 450 000 €, ça ne va pas marcher. Et le dernier truc aussi, ce que j'appelle l'attention aux détails. Moi, je me rappellerai toujours du moment où j'ai acheté mon premier iPhone. Il est arrivé, j'ai ouvert la boîte, il y avait un bijou à l'intérieur qui était livré sans livret d'instruction et avec la batterie préchargée. Donc on savait intuitivement que tout ce qu'il fallait faire, c'était presser le bouton. Et ça fonctionnait, et c'était merveilleux. Je suis tombé amoureux. C'était pour moi un grand moment de ma vie. Aujourd'hui, je continue de travailler sur iPhone, pas à cause de l'attention aux détails. J'avais lancé une série de balances. Mon compétiteur principal était WeThings. Contrairement à ce que pensent les gens, je m'entendais très bien avec WeThings. Et j'avais lancé une nouvelle balance et je ne savais pas comment la différencier. La mienne était plus belle, était plus performante, mais à part ça, une balance, c'est une balance. Donc, ce que j'ai fait, sur chaque balance, j'ai fait une étiquette. You are more than just a number. You are beautiful. Je sais que c'est con, mais vous ouvrez la boîte, c'est trop cool. C'est l'attention aux détails où les gens se disent « je veux travailler avec cette compagnie ». C'est ça, en fait, les gens vont se rappeler de votre produit à cause des trucs stupides, des trucs qui n'ont aucune importance, des trucs importants, parce que c'est ça ce qu'ils vont se rappeler. Donc, ce que je disais plus tôt, une maladie chronique est une maladie qui ne peut pas être guérie. Vous l'aurez pour le reste de votre vie. Ça, c'est un des grands enjeux de la société de demain. Un malade chronique, par définition, va vous détester parce que vous essayez de vivre sur sa maladie. C'est un problème très français aussi, qu'on méprise les gens qui font de l'argent sur la... Mais il nous faut de l'argent pour, en fait, développer de nouveaux produits. Donc, la gestion des maladies chroniques, c'est l'enjeu capital des 20-30 prochaines années. Pour une seule raison, parce qu'avec les maladies chroniques sont associés à un autre truc, c'est la honte. Aujourd'hui, il est honteux de souffrir d'une maladie chronique. Beaucoup de gens souffrent d'une maladie chronique, ils vont au travail avec leur maladie chronique, ils ne prennent pas leurs médicaments avec eux parce qu'ils ne veulent pas en fait, que les gens ils sachent qu'ils ont une maladie. Si je demande dans l'audience ici, est-ce que quelqu'un ici souffre de sclérose en plaques? Personne ne lève la main. J'avais fait le test avec une audience d'AXA il y a quelques semaines. Statistiquement, dans l'audience d'AXA, il y avait 250 personnes, il y avait certainement une personne qui souffrait de sclérose en plaques.
Mais personne ne veut dire qu'ils souffrent de maladie de Hunter. Et le résultat de ça, c'est qu'ils ne prennent pas leurs médicaments en temps et en heure, qu'ils ont une super mauvaise gestion de la médicament, et la non-adhérence au traitement, ce sera aujourd'hui le prochain graal sacré du développement des technologies. La non-adhérence au traitement coûte 9 milliards d'euros en France. 9 milliards d'euros chaque année, 350 milliards de dollars aux États-Unis. C'est vraiment le grand truc si on peut essayer de trouver une solution pour la non-adhérence aux médicaments. N'oublions pas que ce qu'on est en train de faire, c'est non seulement de dessiner les produits de demain, mais aussi la société de demain. Il faut que tout communique entre eux. Il faut qu'on fasse un... Mon livre favori, c'est un truc bête. Il s'appelle « 100 ans de solitude » par Gabriel Garcia Marquez. Un livre absolument extraordinaire. Et la base du livre, c'est que le colonel Oriana Buando va fonder un village au fin fond de nulle part, et il va créer ce petit village qui s'appelle Macondo. Et il y a cette phrase magnifique qui dit « À ce moment-là du monde, le monde était tellement nouveau que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et que pour les montrer, il fallait les pointer du doigt. » Aujourd'hui, moi et vous-même, vous travaillez tous dans une industrie où il nous faut constamment pointer les choses du doigt. J'espère que vous m'aiderez tous à pointer dans la bonne direction. Je vous remercie infiniment. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, j'ai parlé 1 minute de trop. Posez-moi des questions sur la sécurité des données. Merci, oui, on va prendre vraiment, merci pour ta présence, cette présentation complète et incroyablement stimulante. Et d'être présent, parce que c'est vrai qu'on t'a sollicité, je me suis dit c'est impossible qu'ils viennent, c'était tard. C'est un privilège pour moi. Et on était vraiment très honorés que tu acceptes et que tu sois là aujourd'hui. On va faire assez vite parce que le planning est encore chargé pour cet après-midi. On va essayer de prendre 2 questions. Je te laisse le choix de choisir ceux qui lèveront la main. J'imagine que tout le monde va lever la main. C'était trop complet? Madame, monsieur, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Bonjour, Aguer Mimoun, je suis médecin. Sur les données, vous présentez une sorte de dichotomie entre partager les données, c'est bien, et garder ces données, c'est mal. Et il n'y a pas une espèce de milieu où le patient est en contrôle de ce qu'il partage. J'ai vu qu'il y a un projet qui est centré sur la blockchain, et on n'a pas trop parlé de cette nouvelle technologie, qui est plus si nouvelle d'ailleurs, mais qui pourrait éventuellement permettre justement à la fois de partager ces données et aussi de les monétiser pour que finalement le patient, enfin le sujet, parce qu'il n'est pas forcément malade, ait un retour sur ce qu'il partage. Oui, aujourd'hui, les données de sécurité, les systèmes de sécurité sont encore un peu bruts, un peu basiques. Aujourd'hui, même si je suis hébergeur de données de santé agréées, n'importe quel hacker, moi inclus, qui est capable de casser le cloud d'American Express ou de Visa, est capable de casser un cloud de santé. Ça, c'est même pas la question. La question, c'est de se poser, c'est quel est l'intérêt? Je suis certain que le blockchain est une technologie absolument essentielle et qu'elle va se mettre en place. Mais je ne pense pas que le problème de la santé, ce soit une question de sécurité des données. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec les données. Je suis d'accord avec vous qu'il faut les sécuriser, ça c'est même pas une question. Mais je pense que ça va se faire d'une manière naturelle et que oui, la réponse est en effet le blockchain, système complètement sécurisé. Alors, c'était pas sur la question sécurité, c'est plutôt sur la question garder le contrôle du partage. C'est-à-dire que c'est peut-être permettre au sujet de choisir ce qu'il partage, à qui il partage et comment est-ce qu'il partage. Et c'est peut-être une technologie décentralisée qui pourrait justement favoriser ces échanges. Tout à fait. Le blockchain va vous permettre de mettre en place des certificats où il va annuler les certificats et plus personne n'aura accès aux données. Il aura le contrôle total de ces données. Mais ça, c'est une évidence même que ça va se mettre en place. Mais c'est ce que je disais plus tôt. C'est nouveau. Je n'ai jamais rencontré un patient qui n'était pas prêt à partager ses données s'il savait pourquoi il les partageait. Mais ensuite, si plus tard il décide de ne plus les partager, il doit absolument avoir le droit de les annuler et de les éliminer. Mais en fait, n'oubliez pas que les données sont binaires, elles sont là, elles sont utilisées, elles sont beaucoup plus d'utilité quand elles sont anonymes. Bien sûr, il y a toujours les excès, on va te vendre des trucs, on va te faire payer plus cher. Mais ça, c'est une nouvelle technologie. Mais d'ici 3 ou 4 ans, quand tout deviendra connecté, il y aura une profusion de données tellement immense qu'on va faire une différenciation naturelle entre les données importantes et les données moins importantes. Est-ce que toi, ça te dérange personnellement que les gens ils sachent que tu as couru 10 000 pas? Qu'ils sachent que... Pardon, je m'ai entendu. Que tu as couru 10 000 pas? Non. Non, ça ne te dérange pas. À nouveau, en réalité, ça ne dérange personne. Ça dérange les instances publiques. Mais aujourd'hui, les seules personnes qui sont concernées par la sécurité, c'est les gens qui ne sont pas concernés.
on aurait dû axer les systèmes de sécurité autour du patient plutôt que de les axer autour de l'industrie. Le problème, c'est que vu que c'est une technologie nouvelle, on est en train de réinventer cette technologie. Mais il n'y a pas de... Ça, c'est une question à plusieurs bouteilles de vin. On peut en discuter pendant des heures et des heures et des heures. Il y a pas encore, parce qu'on n'a pas encore mis en place les systèmes de sauvegarde, les systèmes de réglementaire. Parce que, comme ma première phrase, c'était de dire que aujourd'hui, l'innovation pousse plus vite que le réglementaire. Elle sera toujours en avance. Monsieur de chez réglementaire Samsung est certainement pas d'accord avec moi. Mais, non, mais par définition, l'innovation, notre devoir n'est pas de répondre au réglementaire, mais de pousser le réglementaire pour que le réglementaire s'adapte à nos nouvelles technologies. Parce que le réglementaire, par définition, sera toujours en retard. Aujourd'hui, la durée de vie d'un produit, de développement d'un produit et de vente d'un produit, c'est entre 12 à 18 mois. Essayez de changer la loi en 12 et 18 mois. C'est pas encore... Donc, il y a la réalité, ce n'est pas ce que vous voulez faire avec les données, c'est ce que vous faites avec les données. Donc, oui, plusieurs bouteilles de vin. Pas de bonne réponse. Une dernière question courte, réponse courte. Qu'est-ce que tu penses de la problématique de la responsabilité individuelle ? Je suis concitoyen, je suis un patient potentiel. Et je prends un exemple de ce qui a été dit tout à l'heure sur l'apnée du sommeil, comme quoi on oblige effectivement l'industriel à une performance sur l'observance. Donc, mais si le patient lui-même ne veut pas se plier à cette observance, finalement c'est l'industriel qui sera pénalisé. Alors que finalement, ce qu'on veut, c'est que le patient lui-même soit observant. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? C'est une question difficile, parce que par définition, l'apnée du sommeil, elle est complètement différente des autres maladies chroniques. C'est une maladie, je ne sais pas si quelqu'un connaît quelqu'un qui souffre d'apnée du sommeil, qui doit dormir avec un masque et se réveiller à côté de quelqu'un qui souffre I am your father, de masque. Absolument horrible. C'est une maladie qui est très, très, très difficile à gérer du point de vue personnel. Et là, en fait, là, on a un problème, ce n'est pas un problème de remboursement ou de non-remboursement, c'est un problème de technologie. La technologie est très en retard sur l'apnée du sommeil. En particulier, et c'est la raison pour laquelle, par définition, les patients ne voudront jamais utiliser ce système. Quoi qu'il en soit, ça ouvre, c'est une problématique sur l'observance. Tu l'as cité, hein, c'est un enjeu majeur économique. Donc, comment effectivement aujourd'hui le concitoyen doit être responsable de sa santé, sachant qu'on a sous-entendu peut-être tout à l'heure avec la prime sur la puce qu'on mettait dans la voiture, que peut-être que demain on sera également sujet à une bonus-malus, même si ça avait été évoqué il y a quelque temps par Generali, donc si je me souviens bien. Voilà, est-ce que demain il ne faudra pas, quoi qu'il en soit, se poser cette question, parce qu'on ne peut pas à chaque fois avoir peur de dire à chacun d'être responsable. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a pris le problème à l'envers. Aujourd'hui, on fait de la discrimination contre les maladies. En Allemagne et en Norvège, ils font exactement le contraire. C'est une relation où on aide les patients. C'est le même principe que ce qu'on applique sur les voitures. Aujourd'hui, tu as un accident de voiture, tu ne payes pas plus pour ton assurance. Mais si tu n'as pas d'accident de voiture, tu payes moins, tu as un bonus. Et c'est ça ce qu'il faut mettre en place. C'est cette discrimination positive. Ah ben, si tu fais un effort, on va faire un effort avec toi. Mais il ne faut pas punir les gens à cause de leur maladie. Ce qu'il faut, c'est prendre le problème à l'envers et les rendre acteurs de la santé publique. Il y a un truc. Je ne sais pas si vous avez regardé Steve Jobs quand il a lancé l'iPod. Tu te rappelles de ce keynote absolument extraordinaire où il avait sorti l'iPod. Il disait, ceci n'est pas un baladeur. Ce n'est pas un lecteur de musique. C'est un instrument pour le cœur. Et si vous touchez le cœur des gens, les possibilités sont presque infinies. Ça, c'est texto ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, si on développe des instruments que les gens ils veulent utiliser, à nouveau, je reviens au problème de l'apnée du sommeil, c'est un cas qui n'est pas normal. Parce qu'en fait, la technologie est tellement dégoûtante et rébarbative que par définition, quoi que tu fasses dessus, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pas du tout la même chose. J'entends, mais là, on n'est pas sur la problématique technologique, c'est simplement le doigt sur le fait qu'à chaque fois, on déporte la responsabilisation donc, du concitoyen, donc, qui doit se prendre en charge, parce que sinon, il va se dégrader.
pour lui-même et pour la collectivité sur un autre acteur. Que l'acteur ne soit pas en capacité d'apporter une solution aujourd'hui, elle l'apportera demain. Oui, tout à fait. Et, un dernier petit commentaire. Quand on pensait avoir trouvé la réponse à ce problème au début, vers 2008-2009, quand on avait imaginé l'idée de la santé connectée, qui était complètement différente en 2008 de ce qu'elle est aujourd'hui. En 2008, on se disait, on était parti sur le principe que ça ne sert à rien de dire à un gros qu'il est gros, il le sait déjà. Donc comment faire en fait pour qu'une personne qui soit en surpoids fasse les gestes nécessaires pour en fait perdre du poids? On s'était dit qu'on va prendre toutes les données médicales, on va les mettre sur une seule plateforme, poids, hypertension, diabète, sport, exercice, c'était le principe de la santé connectée, et que plutôt que de prendre la grande décision stupide du 31 décembre de cette année je vais perdre du poids, cette année je vais arrêter de fumer, cette année, le micromanagement, les petites décisions tous les jours marcherait beaucoup mieux que quand vous allez sur votre balance connectée, vous voyez que quand vous perdez 200 grammes, vous voyez votre niveau de glycémie baisser, votre niveau de tension baisser, votre niveau d'activité monter, est beaucoup plus valorisant. Ça, c'était le principe. Mais on n'a pas encore trouvé ce moyen idéal de communiquer avec les clients. Mais à nouveau, question, plusieurs bouteilles de vin. Merci infiniment. Merci infiniment.